Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui des séries de travaux dirigés concernant le module les grandes classes de réaction organique pour la filière SMC S6. Alors la série A va renfermer donc 3 exercices concernant bien sûr les effets de solvants sur les réactions organiques. Premièrement, définir les solvants protiques et aprotiques. 2. Soit la réaction de substitution nucléophile suivante. L'iodure de méthyle va être attaqué par l'ion chlorure pour donner le chlorméthyle. Expliquer pourquoi la réaction est 10 puissance 5 plus rapide dans le DMF que dans le formamide. 3. Soit la réaction SN2 suivante, le tosilate de méthyle, attaqué par l'ion chlorure ou iodure, suivant le mécanisme SN2 pour donner l'halogénure d'athyle plus l'ion tosilate. Dans l'éthanol, la vitesse de réaction d'échange décroît dans l'ordre iodure, bromure, chlorure. Cette séquence est valable dans le cas du DMF, expliquer les deux cas. Alors, réponse, les solvants protiques sont des solvants dont dans certains atomes, ils sont liés directement avec l'hydrogène. Ces hétéroatomes peuvent être l'oxygène, le soufre, l'azote, etc. Ils peuvent par conséquent former des liaisons hydrogènes. Exemple de protons, donc de solvants protiques, l'eau, l'éthanol, le formamide, le cyclohexanol ou la bipéridine. Alors que les solvants aprotiques sont des solvants où tous les hydrogènes sont liés à des atomes de carbone. Ils ne peuvent pas former de liaison hydrogène. Exemple, le DMF, le N-méthylpyridinol. Question 2. Donc, on va voir la cinétique de la réaction de l'iodure de méthyle avec l'anion chlorure. Voilà donc expliquer pourquoi la réaction est 10 puissance 5 plus rapide dans le DMF que dans le formamide. La réponse, le DMF étant un solvant aprotique polaire, il va donc solvater le cation facilement en laissant l'anion correspondant plus agressive, donc selon les formes mésomères suivantes. En plus, il va former un dipôle dont l'extrémité positive est protégée par les radicaux méthyl. Alors, comme avec le formamide, qui est un solvant protique, on peut avoir l'établissement de la liaison hydrogène avec le formamide, ce qui le rend moins réactif, d'où ralentissement de la réaction en présence du formamide. 3. Concernant la réaction de substitution nucléophile de tosilate de méthyle par l'halogénure X-, dans l'éthanol, la vitesse de réaction d'échange décroît dans l'ordre iodure, bromure, chlorure. Alors cette séquence reste-t-elle valable dans le cas du DMF? Réponse, dans l'éthanol, qui est en fait un solvant protique
mais aussi polaire, la vitesse de réaction d'échange décroît dans l'ordre I-, BM-, CN-, puisque l'éthanol, comme je viens de dire, est un solvant potique. Il solva mieux les anions par établissement de la liaison hydrogène. Par contre, dans le DNF, qui est un solvant aprotique mais polaire, l'ordre de réactivité des nucléophiles va s'inverser. En présence de l'ion chlorure, va être plus rapide que par rapport à l'ion bromure, par rapport à l'ion iodure. Alors le solvant donc aprotique polaire solvate les nucléophiles par interaction ion dipôle. Donc c'est une solvatation physique. En plus, les solvants protiques mais polaires, ils solvatent faiblement les anions, mais d'autant mieux que les anions sont polarisables. Remarque, la polarité du solvant va dépendre de deux facteurs, à savoir la constante d'ionisation epsilon et puis le moment dipolaire mu. Tant que les valeurs de ces deux constantes sont élevées, donc le solvant il est polaire. Quand il est faible, le solvant il est apolaire ou non polaire. Exercice 2. La condensation intermoléculaire par le moyen de l'éthylate de sodium du 2-méthylpropanoate d'éthyle en excès donne un cétéoster. Donnez donc le mécanisme et la structure de ce composé d'arrivée. La réponse à cette question est la suivante. Donc le 2-méthylpropanoate d'éthyle, donc c'est un ester où le proton en position alpha, il est très acide. Il va être attaqué par l'éthanolate de sodium pour donner l'ion en fait correspondant. Donc sa condensation sur une deuxième molécule de 2-méthylpropanoate d'éthyle va produire un intermédiaire instable qui est un bêta en fait éthanolate et bêta oxonium ester. Donc cet intermédiaire il est instable et il va donc se convertir en bêta-cétoester suite au transfert électronique de l'ion oxonium et puis élimination donc de l'éthanolate. Donc c'est la concentration de Claisen. Exercice 2. Quel produit obtient-on si on fait réagir le diester suivant avec l'éthanate de sodium? Donc dans ce cas, cette réaction s'agirait certainement à la réaction de Dickmann. Le substrat de départ qui est en fait un dérivé de diester adipique va être attaqué par l'éthanolate de sodium au niveau du carbone alpha de l'ester. Ce proton très acide va être éliminé pour conduire à un carbanion instable et qui va se condenser donc selon une réaction intramoléculaire pour donner un intermédiaire
bêta et éthanolate, bêta en fait oxonium ester, après élimination, retour de la charge de l'ion oxonium et départ de l'éthanol pour conduire au bêta-cétolester cyclique. Donc c'est la réaction en fait de Dickmann. Exercice de suite, compléter la réaction ci-dessus en donnant bien sûr le nom de cette réaction. Alors selon le mécanisme, on a bien sûr le substrat de départ qui est en fait un alpha-cyanoester ou un éthylène diactivé. Il va être attaqué par l'éthanolate de sodium pour donner le carbanion correspondant. Sa condensation sur une deuxième, donc sur une cétone, au niveau du carbone déficient en électrons, va donner en fait cet intermédiaire qui est un alpha-cyano bêta-oxonium ester. Après, bien sûr, attaque avec l'éthanol, il va donc nous conduire à l'alpha-cyano et puis bêta-hydroxyle ester. Élimination de la molécule d'eau pour conduire à un cyanoacrylate d'ester qui est monomère très actif pour obtenir des polymères. Alors, la série B va donc être constituée par 3 exercices. Premier exercice, donc, c'est le mécanisme en fait des différentes réactions, aussi bien baso-catalysées que sino-catalysées, à savoir la réaction de Darzens, l'annihilation de Robinson et la réaction de Manich. Exercice numéro 2, donc le comment on va produire l'acide cyanamique, l'aldéhyde cyanamique et puis l'acétone cyanamique, ou respectivement l'aldéhyde alpha-bêta éthylénique ou l'acétone alpha-bêta éthylénique. Et on va finir par l'exercice 3 qui concerne bien sûr le mécanisme de la réaction de Wittig. Alors, donner le mécanisme et les différents intermédiaires des réactions en fait suivantes, la réaction de Darzens. Cette réaction permet de transformer une cétone en une aldéhyde supérieure suite à la condensation du carbanion d'un ester qui réagit avec la soude pour donner un aldéhyde supérieur suivant l'équation générale suivante. On a là l'acétone et là on a un aldéhyde correspondant supérieur. Le mécanisme de la réaction de Darzens est le suivant. Soit l'alpha-halogénoester attaqué par une base qui va conduire en fait à l'anion correspondant. Ce dernier va attaquer le carbone déficient en électrons de l'acétone pour conduire à l'intermédiaire l'alpha-chloro-bêta-oxonium ester.
l'attaque en fait de la charge moins de l'ion-oxonium sur ce carbone va former un hypoxyde puis élimination de CL- pour aboutir en fait à un ester hypoxyde. Réaction donc de saponification, on va conduire à cet intermédiaire, élimination bien sûr de CO2 et puis ouverture de cycle pour conduire à un composé oxonium éthylique, suivi du traitement de H2O pour donner bien sûr l'aldéhyde supérieur. Donc comme vous le remarquez, on est parti de la molécule cétone à une molécule d'aldéhyde avec un carbone de plus. Quant à l'annulation de Robinson, donc c'est une réaction qui se fait à partir du cétone ou d'aldéhyde en présence d'un réactif qui est le méthylvénylcétone en milieu basique, puisqu'on est dans les réactions basocatalysées, acido-catalysées, il va conduire à une cétone alpha-bêta insaturée cyclique à 6 membres. Comment? On le voit à travers bien sûr le mécanisme suivant. Donc le substrat de départ, comme je viens de dire, est on a une cétone cyclique, d'accord? Ce est le produit en fait d'arrivée étant bien sûr ce composé cyclique avec une cétone insaturée avec bien sûr 6 membres avec 6 membres selon le mécanisme suivant. Donc la base va attaquer le proton de ce carbone qui est très acide pour former le carbonium correspondant. Lui-même va attaquer donc ce carbone sp2, transfert de la charge sur le deuxième carbone sp2 et pour arriver en fait à la structure intermédiaire suivante. Suite à une addition aldol, on va arriver bien sûr après l'attaque de ce proton de ce méthyle par la base pour former le carbone, il va agir sur le carbone d'édition d'électrons pour former en fait le cycle à 6 chaînons. Donc c'est un bêta-ol cétone. Et après élimination bien sûr de ce proton, on arrive à former la double liaison. Alors la réaction maintenant de Malish est une réaction acido-catalysée, donc il concerne les composés énoliques ou partiellement énoliques qui vont former en fait le constituant qui est le nucléophile. En présence d'un mélange d'aldéhyde et d'amine primaire ou secondaire qui va former en fait le constituant le réactif électrophile. Donc la
l'action de ce nucléophile sur l'électrophile va donner en fait le bêta-aminoester appelé base de Manish. Cette monobase de Manish peut conduire à la dibase de Manish ou à la tribase de Manish dans le cas où l'amine il est bien sûr tertiaire. Le mécanisme donc est le suivant. De la formation du nucléophile qui est l'énol, elle est formée à partir de l'attaque acide de l'acétone pour donner en fait de cet intermédiaire correspondant élimination de H+, pour donner en fait l'énol et qui va constituer le réactif nucléophile. L'addition donc de cet aldéhyde en présence de l'acide va conduire à cet intermédiaire qui va agir sur l'ammoniac pour conduire à cet électrophile. Alors, cet électrophile va poursuivre bien sûr les transformations pour arriver en fait à un alpha-méthylène amine. La condensation de l'électrophile en présence du nucléophile va donner cet intermédiaire instable, élimination de H+, pour conduire à un amino à un bêta-amino cétone. Donc si nous analysons les produits de départ avec le produit d'arrivée, le produit en fait de départ étant bien sûr une cétone, alors que le produit est arrivé, donc c'est un composé, un bêta-amino-cétone. Et nous remarquons que nous avons en fait substitué un proton de l'ammoniac par CH de cet aldéhyde et puis en fait du carbone qui est produit à partir de cette cétone. Alors, la réaction peut se poursuivre pour donner la dibase de Manish. Donc, on va substituer en fait le deuxième hydrogène par le radical CH3CO CH2 CH2. Et la réaction peut évoluer ensuite toujours pour former bien sûr l'amine tribase de Manish qui a cette structure suivante. Donc on voit que l'ammoniac, les protons de l'ammoniac, ils ont été substitués par les restes carbonés CH2, CH2, CO, CH3 au niveau des 3 atomes de protons. Alors, quand la réaction de variante de celle de Manish, on peut rencontrer donc des réactions parallèles avec un acétylène en présence bien sûr donc du formol et de l'ammoniac qui va conduire à l'électrophile plus le nucléophile pour substituer en fait ce proton par
CH2N. Le mécanisme est le suivant. Premièrement, le formol en présence du proton va conduire à cet intermédiaire qui va agir sur l'ammoniac pour donner l'alpha-hydroxylammonium, suivi donc d'élimination de H2O pour donner cet électrophile. Ce dernier va agir sur l'acétylène, élimination du proton acide et substitution par en fait CH2N. CH2N. Et enfin, sur le phénol, on va remarquer la même procédure, le même mécanisme. L'électrophile formé à partir du formol et l'ammoniac va agir sur le formol, donc substitution de ce proton par le reste hydrocarboné CH2NH2 pour conduire en fait à cette hydroxylméthylène-amine. Donc ce sont des réactions particulières de celles de la réaction de Manich. Bien, voilà, donc je vous remercie.